écoutez, il est 11h01, je vais faire quelques petits mots d'introduction et on va démarrer sans plus tarder parce que c'est un webinaire avec beaucoup de contenu et je voudrais pas qu'on déborde trop sur nos horaires habituels. Alors, je voudrais remercier, je pense qu'elle va pouvoir brancher sa caméra, Morgane Eveillot. Morgane, qui est notre invitée du jour et qui a accepté, bonjour Morgane, qui a accepté de parler avec nous du RGPD ou de la RGPD, hein, ça dépend si vous parlez du règlement ou de la réglementation. Il n'y a pas de sexisme dans le choix de notre intitulé. C'est un sujet particulièrement important, vous allez le voir, qui concerne finalement quasiment tous les projets de création d'activités. Et même si Morgane, évidemment, l'expliquera, a une sensibilité autour des questions de santé et autour des questions de données médicales, vous le verrez grâce à sa présentation très, très pédagogique, très didactique, que c'est un sujet qui concerne vraiment tout le monde. Et je suis ravi de pouvoir évoquer avec vous cette question et puis passer un petit moment de savoir partager dans le cadre de ces webinaires de Grand Nancy Innovation. Donc, comme d'habitude, je vais passer la parole à notre intervenante. Morgane, on te laisse une petite heure pour présenter ce que tu as à présenter. Et puis surtout, on se réserve un temps d'échange, questions-réponses, voilà, vers midi, avec les participants qui, je n'en doute pas, auront beaucoup de questions à poser sur ce sujet qui, à mon avis, tu vas peut-être le confirmer, est trop souvent mis sous le tapis ou trop souvent ignoré, alors que c'est un sujet absolument crucial pour des raisons à la fois techniques et juridiques. Voilà. Donc Morgane, je te laisse la parole. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, que tu nous rappelles un tout petit peu ton parcours et quelles sont tes fonctions au sein de Noviga. Oui, alors moi initialement je suis issue d'une formation ingénieur que j'ai réalisée à l'ISIFC, une école située à Besançon et qui est vraiment spécialisée dans le dispositif médical, que ce soit le développement de dispositifs médicaux, mais aussi et surtout la réglementation qui gravite autour de ces dispositifs médicaux, de ces données de santé, etc. Et c'est un peu cela qui nous a amené, en tout cas quand j'ai intégré Noviga, à traiter le thème du RGPD, puisque qui dit dispositif médical, dit données de santé et dit comment est-ce qu'on les protège. Voilà. Et donc, au sein de Noviga, j'occupe le poste de responsable affaires réglementaires et je m'occupe tout simplement de la mise sur le marché du dispositif que l'on développe. Donc, je vais pouvoir commencer à vous présenter cette présentation sur le RGPD. Je vous partage mon écran. Vous devez le voir maintenant. Donc, bonjour à tous. Merci donc d'être présents pour ce webinaire. On va aborder, comme David vous l'a dit, le thème du RGPD. On va voir si ce règlement vous concerne et auquel cas les éléments que vous allez devoir mettre en place pour vous y conformer. On reprendra également les points essentiels de cette réglementation afin que vous compreniez bien les motivations qu'il y a derrière la mise en place du RGPD. Donc, au cours de cette présentation, on va voir de nombreuses choses. Je voulais expliquer rapidement, mais je reviendrai un peu sur Noviga et le RGPD. On verra ensuite ce qu'est le RGPD concrètement et à qui il s'applique, puis ce que sont des données de santé et les traitements de données. Le RGPD définit également les droits des personnes vis-à-vis de leurs données. Je vous donnerai donc un aperçu rapide de ces droits. Enfin, le point majeur de cette présentation, comment vous conformer concrètement au RGPD. Et enfin, chose importante également qu'il faut mentionner, quelles sont les conséquences auxquelles vous vous exposez en cas de non-respect du RGPD. Donc, tout d'abord, si on commence par Noviga, donc je vous l'ai expliqué rapidement, on travaille sur un dispositif médical qui est un logiciel d'aide au diagnostic qui est vraiment à destination des professionnels de santé. Qui dit logiciel médical dit forcément données de santé et demande donc de les protéger afin de soigner en toute sécurité les patients.
est donc arrivée l'idée très rapidement de se conformer au RGPD au sein de Noviga. Et comme je travaillais sur la mise en application de la réglementation relative aux dispositifs médicaux, il a été tout naturel que je traite la manière de se conformer au RGPD. On va maintenant rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire voir ce qu'est le RGPD, parce qu'on en entend très souvent parler, mais on sait très rarement ce qui se cache vraiment derrière. Pour comprendre le RGPD, il faut comprendre son origine. En effet, en 1974, le gouvernement va décider de mettre en place le projet Safari, qui est un projet qui va viser à interconnecter les fichiers de l'administration publique afin, d'une part, de recenser et d'autre part, de recouper les informations détenues sur les citoyens dans une base unique. Pour identifier les citoyens, il était donc important de les identifier de manière unique. L'idée d'utiliser le numéro de sécurité sociale des citoyens est donc apparue. Mais le 21 mars 1974, le journal Le Monde va dévoiler le projet Safari et celui-ci va directement susciter l'indignation générale. Pourquoi? Parce qu'il va en fait réveiller des souvenirs assez tragiques dans la mémoire des Français en lien avec la période de l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que pendant cette période, des fichiers un peu du même type étaient utilisés pour ficher tout simplement les citoyens français. Face à ce scandale, le gouvernement va définitivement abandonner l'idée du projet Safari. Et suite à cela, la loi informatique et liberté va entrer en vigueur 4 ans plus tard, c'est-à-dire le 6 janvier 1978. Cette loi va vraiment poser le principe que l'informatique doit être au service de chaque citoyen et que l'informatique, donc, ne doit pas porter atteinte aux libertés des personnes, ni à leur vie privée, ni à leurs droits. De plus, cette loi informatique et liberté va créer une autorité de contrôle indépendante des pouvoirs publics, qui est la CNIL, ou Commission nationale informatique et liberté. Cette idée que l'informatique ne doit pas porter atteinte aux droits de l'homme, aux droits des citoyens, va vraiment perdurer. Et le 25 mai 2018, le règlement UE 2016-679 va entrer en application. Ce règlement est aussi connu sous le nom de Règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, mais globalement, vous le connaissez sous le nom de RGPD. Il est donc à noter que depuis 2018, les entités impactées par le RGPD doivent y être conformes. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi cette nouvelle réglementation européenne, alors même qu'il existe une loi française, qu'il existait déjà une loi française? Tout simplement pour être plus cohérent avec les évolutions technologiques. En effet, la quantité de données générées et traitées n'a pas cessé d'augmenter depuis les années 70. Et cela est d'autant plus vrai ces dernières années avec l'apparition massive dans notre vie quotidienne de l'intelligence artificielle. On peut également citer, avec les derniers mois qui se sont écoulés, et notamment les différents confinements, la dématérialisation des activités professionnelles, donc toujours un nombre de données traitées, générées grandissant. Vous allez me dire, mais quels sont les objectifs défendus par cette nouvelle réglementation? D'une part, le RGPD va renforcer les droits des personnes, tant qualitativement que quantitativement. Il va également se baser sur une logique de responsabilisation des acteurs traitant des données. Vraiment, ce sont les acteurs eux-mêmes qui vont être à l'origine de leur propre mise en conformité,
Et enfin, les pouvoirs de sanction des CNIL européennes vont être renforcés. Tout cela vraiment dans le but de garantir un niveau de sécurité qui va être adapté aux catégories de données traitées et donner aux personnes dont les données sont traitées vraiment la possibilité de mieux contrôler l'usage qui est fait de leurs données. Je vous expliquais tout à l'heure que les entités impactées par le RGPD doivent se conformer à cette réglementation depuis 2018. On va donc maintenant voir à qui s'adresse ce règlement. Si on reprend l'article 3 du RGPD, celui-ci s'applique aux structures établies au sein de l'Union européenne et qui traitent au sein de l'Union européenne ou non des données personnelles. Donc, c'est-à-dire, par exemple, une société française qui vend ses produits en France, mais également une société française qui va exporter tous ses produits aux États-Unis. Le RGPD s'applique également aux structures dont l'activité est de traiter des données personnelles de personnes se trouvant au sein de l'Union européenne. Si on prend par exemple une société américaine qui vend ses produits sur un site d'e-commerce en français, donc avec des clients potentiellement français, cette société est également soumise au RGPD. Il faut bien comprendre que le RGPD concerne vraiment tous les organismes, qu'ils soient publics, privés, peu importe leur taille, peu importe leur secteur d'activité. Vraiment, ça va de la toute petite entreprise, les TPE, les grands groupes nationaux, et ça va même jusqu'aux associations. Vous venez de le comprendre, il y a vraiment très peu de chances que vous ne soyez pas soumis au RGPD. Toutefois, ce règlement ne s'applique pas à la vie domestique. Tous les traitements de données que vous allez effectuer au cours d'activités strictement personnelles, par exemple, stocker les numéros de téléphone de vos proches dans votre smartphone, là, c'est bien sûr une activité qui n'est pas soumise au RGPD. Toutefois, il faut noter que ce n'est pas parce qu'on utilise des biens ou des services au sein de la sphère domestique, par exemple l'utilisation d'enceintes connectées, que les entreprises qui vendent ces produits ne sont pas soumises au RGPD. Elles le sont bien sûr. Donc, dans les entités impactées, on peut distinguer, si je puis dire, deux types d'entités. D'une part, le sous-traitant et d'autre part, le responsable de traitement. De manière assez simpliste, le sous-traitant est l'organisme qui va traiter des données à caractère personnel pour le compte et sur instruction du responsable de traitement. Alors que le responsable de traitement, lui, est l'organisme qui met en œuvre le traitement de données, qui est à l'origine du traitement de données et le met en œuvre. Donc, pour vous donner un exemple, un sous-traitant peut par exemple être une société comptable qui va réaliser chaque mois les fiches de paie pour un responsable de traitement qui peut être une PME. À chaque fois qu'il y a un sous-traitant qui réalise des traitements de données pour un responsable de traitement, il faut qu'un contrat de sous-traitance soit mis en place entre ces deux entités et que celui-ci reprenne les dispositions du RGPD. Et que vous soyez responsable de traitement ou sous-traitant, faites tout de même attention au transfert de données en dehors de l'Union européenne. Vraiment parce que ces transferts sont sont plus ou moins strictement encadrés en fonction des pays vers lesquels les données sont transférées, puisque certains pays ne sont pas aussi protecteurs vis-à-vis des données personnelles que l'Union européenne. Les responsables de traitement et les sous-traitants sont chapeautés par trois types d'organismes. D'une part, les CNIL, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui sont des autorités administratives indépendantes chargées de réguler l'utilisation des données personnelles.
Elles peuvent également être saisies par des particuliers, tout simplement pour les aider à exercer leurs droits ou pour les aider à mieux maîtriser leurs données. Deuxième entité, l'European Data Protection Board, qui est un comité européen qui va coordonner l'action des différentes CNIL européennes au sein de l'Union européenne. Et enfin, troisième organisme, il s'agit du Curia, qui est une autorité judiciaire de l'Union européenne et qui va veiller à ce que la législation européenne soit appliquée de manière homogène et uniforme dans tous les pays. Elle est également en charge de sanctionner les entités, c'est-à-dire les entreprises, mais également les États européens qui ne respectent pas la législation européenne. Alors, vous savez maintenant qu'il y a de très fortes chances que vous soyez soumis au RGPD. On va donc maintenant s'intéresser à ce qu'est une donnée à caractère personnel. Si on reprend l'article 4 du RGPD, une donnée à caractère personnel se définit comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement. Et cette donnée peut être publique ou confidentielle. Elle peut concerner le domaine professionnel, mais elle peut également relever de la vie privée. On peut citer comme données à caractère personnel les noms et prénoms d'une personne, son numéro de carte bancaire, des images de vidéosurveillance sur lesquelles cette personne apparaît. Et vraiment, dans le RGPD, il est dit que tous les supports sont concernés, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un fichier informatique, un fichier Word, un enregistrement audio, des images de vidéosurveillance, un registre papier, même un post-it peut contenir des données à caractère personnel. On peut distinguer vraiment trois types de données à caractère personnel. Les données tout d'abord directement identifiantes. Si on prend par exemple un email nominatif, comme vous pouvez le voir, durand.jean@gmail.com, on voit directement qu'il s'agit de Monsieur Durand-Jean. Il y a d'autres données qui sont, elles, indirectement identifiantes. Si on prend par exemple un numéro client qui est le 01 67 819, on ne sait pas directement de qui il s'agit. Toutefois, l'entreprise en interne va avoir une base de données qui, elle, va faire la correspondance entre ce numéro client et l'identité de la personne. Et donc, à partir de ce numéro client, on saura qu'il s'agit de Monsieur Durand-Jean. Et enfin, les combinaisons d'informations permettant d'identifier une personne. Ce sont des données qui, prises seules, ne vont vraiment pas permettre d'identifier ni directement ni indirectement la personne. Si on prend des informations telles qu'un homme habitant Nancy, fan de football, prises seules, ces informations ne vont vraiment pas permettre d'identifier quelqu'un précisément. Toutefois, si on sait qu'il s'agit d'un homme qui habite Nancy, qu'il est né le 1er février 1970 à Nancy, qu'il travaille chez Grand Nancy Innovation, qu'il est fan de football, et bien directement, cette combinaison va nous permettre d'identifier Monsieur Durand-Jean. Et au sein même des données à caractère personnel, certaines données revêtent un caractère particulièrement sensible et sont définies au sein du RGPD. Pourquoi ce critère de sensibilité? Tout simplement parce que ces données peuvent impacter les libertés et droits des personnes et dont le mauvais usage pourrait présenter vraiment des dangers pour ces personnes. Donc, dans les données à risque, il y a d'une part les données personnelles qui sont relatives aux condamnations, aux infractions et aux mesures de sûreté.
On a également le numéro de sécurité sociale et enfin les données sensibles. Attention toutefois à ne pas confondre les données dites sensibles dont la liste est définie dans le RGPD et les données qui présentent un caractère de sensibilité, comme les données bancaires par exemple. Ces dernières données doivent vraiment faire l'objet de garanties appropriées en termes de sécurité, en termes de protection, mais leur traitement n'est pas soumis à des règles particulières au sens du RGPD. Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que le numéro de sécurité sociale est considéré comme une donnée sensible? C'est tout simplement parce qu'à partir d'un unique numéro, on est capable de savoir votre sexe, votre mois et votre année de naissance, votre département de naissance, votre commune de naissance et le numéro d'ordre INSEE, qui est un numéro qui permet d'identifier de manière unique des personnes nées au même endroit sur une même période. Et donc, à partir de toutes ces informations, on peut identifier de manière unique et avec certitude un citoyen. Si on revient maintenant sur les données dites sensibles, pour avoir leur liste détaillée, n'hésitez pas à consulter l'article 9-1 du RGPD. Et globalement, il s'agit des données en lien avec les origines raciales d'une personne, avec ses opinions politiques ou ses convictions philosophiques, tout ce qui va se rapporter à la santé d'une personne, que ce soit la santé physique ou la santé mentale, ou encore en lien avec l'orientation sexuelle de cette personne. Je pense que je n'ai pas besoin de vous détailler les raisons pour lesquelles ces données sont considérées comme sensibles, puisque cela semble relativement évident. Vous savez maintenant ce qu'est une donnée à caractère personnel au sens du RGPD. On va maintenant voir ce qu'est un traitement de données. D'après l'article 4 du RGPD, il s'agit de toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère personnel. Plus concrètement, un traitement de données va inclure la collecte d'informations, l'enregistrement de ces informations, la structuration de données, l'extraction de données, le rapprochement de données, encore la conservation, l'hébergement de données, la transmission aussi de données. Globalement, vous l'avez compris, on rentre très facilement dans le traitement de données. Si je prends un exemple un peu concret, vous êtes une entreprise et en interne, vous possédez un document Excel, par exemple, résumant les coordonnées de tous vos prospects. Aujourd'hui, vous choisissez de consulter cette liste de prospects et d'en extraire la liste des prospects ayant été transformés en clients. Et enfin, pour les prospects non transformés en clients, vous utilisez leur numéro de téléphone afin de les contacter et de connaître tout simplement la raison pour laquelle ils ne vous ont pas passé commande. Et bien, rien que là, vous venez d'effectuer 4 traitements de données à caractère personnel. Donc, je vous le disais, on rentre vraiment très facilement dans la catégorie du traitement de données à caractère personnel. Je vous ai donné ici 4 exemples de traitement de données en lien avec des activités externes, si je puis dire. Il faut garder en tête que les traitements de données peuvent également être liés à des activités internes à l'entreprise. Par exemple, le traitement de données des salariés permettant à l'entreprise de mettre en place un bon fonctionnement interne, avec par exemple des fichiers permettant de gérer les congés payés de ses salariés ou encore l'utilisation de badges qui vont permettre de sécuriser les technologies de l'entreprise. Tout cela relève encore du traitement de données. Et peut-on traiter des données sensibles
Si on se réfère à l'article 9-2 du RGPD, cela est par principe interdit, sauf dans certains cas bien précis. Par exemple, si la personne vous fournit son consentement, si le traitement est nécessaire à l'exécution d'obligations légales en termes de droit du travail et de droit social, par exemple, il est obligatoire de conserver pendant une certaine période les fiches de paie de ses salariés. Si le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne, si les données sont traitées dans le cadre de la gestion des membres d'un organisme à but non lucratif, on peut penser là par exemple à une association religieuse qui va juste utiliser un fichier de bonne gestion interne de ses membres. Si les données sont manifestement rendues publiques par la personne concernée, donc cela peut s'appliquer par exemple aux personnes politiques qui vont de manière volontaire rendre publiques leurs convictions politiques, et ces données pourront ensuite être réutilisées par les médias par exemple. Et enfin, si les données sont nécessaires à des fins médicales, pour notamment soigner la personne. Dans le cas du traitement du numéro de sécurité sociale, celui-ci est également très strictement encadré puisqu'il est encadré par décret. Je vous ai expliqué auparavant que les droits des personnes ont été renforcés d'une part qualitativement et d'autre part quantitativement. Je vais donc maintenant vous détailler rapidement les droits des personnes vis-à-vis de leurs données personnelles. 7 droits peuvent être exercés par les personnes. Les droits d'accès à leurs données, de rectification des données, le droit de s'opposer au traitement de leurs données, le droit à l'effacement des données personnelles, le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire de demander à un responsable de traitement ces données afin de les réutiliser chez un autre responsable de traitement, le droit à la limitation de traitement, et enfin le droit de ne pas faire l'objet d'une décision exclusivement basée sur un traitement de données automatisé. Les 3 premiers droits sont des droits qui existaient déjà dans la loi Informatique et Liberté et qui ont été renforcés par le RGPD. Alors que les 4 autres droits ont vraiment été introduits par ce nouveau règlement. Donc, si on voit un peu plus en détail le droit d'accès, il va permettre aux personnes de savoir si leurs données sont traitées et d'en obtenir la communication dans un format compréhensible. Ce droit permet également aux personnes de vérifier si les données détenues par le responsable de traitement sont exactes. Toute personne, tout citoyen peut alors s'adresser au responsable de traitement pour exercer son droit d'accès. Le responsable de traitement devra donc fournir à cette personne une copie des données qu'il détient sur cette personne et une copie des informations suivantes, c'est-à-dire quelles sont les finalités du traitement, quel est son but, quelles sont les catégories de données traitées, est-ce que c'est le nom et prénom de la personne, est-ce que c'est son adresse postale, etc. Pendant combien de temps les données sont conservées? Est-ce que la personne peut exercer son droit de rectification, d'effacement, de limitation ou d'opposition au traitement? D'où proviennent ces données? Est-ce qu'il existe une prise de décision automatisée? Il faut également laisser à la personne la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle telle que la CNIL. Et enfin, communiquer à la personne les destinataires, qu'ils soient européens ou non, auxquels les données ont été ou seront communiquées. Si je vous présente maintenant le droit de ne pas faire l'objet d'une décision exclusivement basée sur un traitement de données automatisé, donc un droit introduit vraiment par le RGPD,
Il faut savoir tout d'abord que le profilage est une méthode qui a pour but d'utiliser les données personnelles d'une personne en vue d'analyser et ou de prédire son comportement. Pour vous donner un exemple simple, si vous êtes une banque, vous allez par exemple utiliser des méthodes de profilage pour analyser la situation financière d'une personne afin de prédire le risque que vous prenez à lui accorder un crédit immobilier. Et toute personne a donc le droit de ne pas faire l'objet d'une décision qui serait vraiment entièrement basée sur un traitement automatique. Notamment si cette décision produit sur cette personne un effet juridique ou va l'affecter sensiblement. Toutefois, l'automatisation d'un traitement est autorisée si une des conditions ci-dessous est remplie, c'est-à-dire soit si la personne concernée a fourni son consentement explicite, si la décision est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat entre l'organisme et la personne concernée, ou enfin, si des dispositions légales particulières vont autoriser cette décision automatisée. Toutefois, à noter que pour ce type de traitement, la personne concernée doit pouvoir être informée que ces données font l'objet d'une décision entièrement automatisée, que cette personne peut également demander à connaître les critères qui sont utilisés pour prendre une décision, que la personne peut contester la décision et exprimer son propre point de vue. Elle peut également demander à ce qu'un être humain intervienne pour réexaminer la situation. Pour chacun des droits, la personne va pouvoir contacter le responsable de traitement et s'opposer à ce que ces données soient traitées, va pouvoir demander à avoir accès à ces données. Pour chacune des demandes, le responsable de traitement doit donc informer la personne concernée sans tarder et au plus tard 1 mois après la demande des suites qu'il va donner à la demande effectuée. Si toutefois le responsable de traitement venait à refuser de donner suite à une demande, il va devoir expliquer clairement à la personne concernée les motifs de son refus et également lui donner la possibilité de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle telle que la CNIL. On vient donc de voir les grands points qui se cachent derrière le RGPD, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel, qu'est-ce qu'un traitement de données et surtout quels sont les droits des personnes vis-à-vis de leurs données. On va maintenant s'intéresser à la manière de se conformer concrètement au RGPD. Et donc, c'est un point qui, je le pense, va fortement vous intéresser. Donc, 4 grands éléments pour se conformer au RGPD. Tout d'abord, la désignation d'un délégué à la protection des données personnelles ou DPO lorsque cela est nécessaire, la mise en place d'un registre des activités de traitement, la réalisation d'une analyse d'impact pour certains traitements uniquement, et enfin la notification de violation de données sous certaines conditions. On va commencer par le délégué à la protection des données ou DPO. C'est une personne qui va vraiment jouer un rôle clé dans la protection des données personnelles. Ses missions, tant d'information que de conseil, vont vraiment permettre d'impulser et de coordonner les actions de mise en conformité et de maintien de la conformité de l'organisme vis-à-vis du RGPD. Son rôle sera donc, par exemple, de sensibiliser les décideurs aux obligations, à leurs obligations en lien avec la protection des données. Il faut savoir que le DPO n'est pas obligatoire dans tous les organismes. Il existe
3 situations où il est vraiment obligatoire. Et cela est défini dans l'article 37-1 du RGPD. Donc, il est obligatoire si vous êtes un organisme ou une autorité publique, si vous êtes un organisme privé dont les activités habituelles vous conduisent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ou à traiter à grande échelle des données dites à risque. Toutefois, il faut savoir que même si vous ne remplissez pas ces caractéristiques, vous avez la possibilité de désigner un DPO. Enfin, chose importante à noter, en cas de manquement au RGPD, ce n'est pas le DPO qui est responsable, mais bien le responsable de traitement. Il ne faut donc pas penser que désigner un DPO va vous décharger en tant que responsable de traitement ou va décharger le responsable de ses obligations. Il faut savoir que le DPO n'a pas besoin d'être issu d'une formation initiale spécifique. Ça peut être une personne qui est issue d'une formation dans le milieu juridique ou du milieu technique. Il n'y a pas non plus d'obligation à avoir une certification spécifique, même s'il en existe. Le DPO peut être interne ou externe à l'entreprise. Il peut également être présent à temps partiel ou à temps plein. Toutefois, pour que la désignation du DPO soit valable, il y a 4 conditions à remplir obligatoirement. Il faut que cette personne dispose des connaissances et des aptitudes en adéquation avec les missions qu'elle sera amenée à réaliser. Donc, le DPO doit connaître et comprendre tous les sujets liés à l'informatique et aux libertés. Il doit également avoir une connaissance du secteur d'activité de l'organisme et des moyens qui sont à disposition. Le DPO ne doit pas faire l'objet de conflits d'intérêts au regard de ses éventuelles autres activités. Par exemple, vous comprenez bien que le CEO d'une entreprise ne peut pas être DPO, car cela constitue vraiment un conflit d'intérêts majeur, puisque le DPO doit pouvoir agir en toute impartialité. Enfin, ensuite, il doit bénéficier de moyens suffisants en termes de temps alloué, d'équipement, de ressources. Et enfin, il doit avoir la possibilité d'agir de manière indépendante lorsqu'il accomplit ses missions, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être influencé sur sa manière de traiter un sujet ou lorsqu'il souhaite, par exemple, contacter la CNIL. Un des autres éléments majeurs pour se conformer au RGPD est le registre des activités de traitement. Ce registre est à mettre en place par tous les responsables de traitement et tous les sous-traitants. J'insiste bien, c'est vraiment un élément majeur que toute personne impactée par le RGPD doit avoir en interne. Donc, ce registre est vraiment l'outil clé dans la preuve de conformité vis-à-vis du RGPD, car il permet d'avoir une vue globale des traitements réalisés au sein de l'organisme. Il peut être au format papier ou au format numérique, mais dans les deux cas, il doit obligatoirement être sous format écrit, puisqu'il constitue une preuve de conformité au RGPD. Toutefois, vous allez me dire, mais je suis une toute petite structure, comment est-ce que je peux m'en sortir avec ce registre des activités ? Il faut savoir que dans le RGPD, une exception est faite pour les entreprises de moins de 250 salariés. En effet, ces entreprises sont autorisées à n'inscrire dans leur registre de traitement que les traitements qui sont, d'une part, récurrents. Donc, ça va être, par exemple, le traitement des données des salariés afin de les payer chaque mois. Deuxièmement, les traitements susceptibles de présenter un risque pour les droits et libertés des personnes. Par exemple, si vous traitez des données médicales. Et enfin, les traitements portant sur des données à risque.
Donc là, ça reprend également les données de santé. Le registre des activités de traitement doit contenir au minimum les informations que vous voyez à l'écran. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les coordonnées du DPO lorsque celui-ci a été désigné, les différentes coordonnées des parties prenantes au traitement de données, donc c'est-à-dire les coordonnées du sous-traitant lorsqu'il existe, du co-responsable de traitement lorsqu'il existe, etc. Les finalités du traitement, pourquoi le traitement a été mis en œuvre, les catégories de personnes concernées et les données traitées, pendant combien de temps ces données vont être conservées. Il faudra également faire une description une description des mesures de sécurité prises vis-à-vis des données. Par exemple, est-ce que les données ont été chiffrées pour les protéger? Voilà, des mesures un peu comme ça pour garantir la sécurité des données. Également, les catégories de destinataires à qui les données seront communiquées et, chose importante, si les données ont été transférées en dehors de l'Union européenne. Toutefois, n'hésitez pas à enrichir ce document. Les informations que je vous ai listées, c'est vraiment le minimum. Vous pouvez rajouter toutes les informations qui vous sembleraient utiles. Par exemple, l'historique des violations de données. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous allez me demander, mais comment est-ce que je mets en place concrètement ce registre? 3 étapes. La CNIL recommande tout d'abord de rassembler toutes les informations disponibles. Si vous êtes une grosse structure, n'hésitez pas à aller voir comment travaillent les différents services pour ensuite recenser tous les traitements réalisés au sein de l'entreprise. Enfin, la CNIL conseille d'affiner l'analyse réalisée en identifiant les risques qui peuvent peser sur des données au cours du traitement et donc de peaufiner son plan d'action pour sa mise en conformité avec le RGPD. Toutefois, il ne faut pas croire que ce registre des traitements est réalisé une fois pour toutes et qu'après on peut le mettre sur l'étagère et le laisser prendre la poussière. Non, pas du tout. Il faut régulièrement le mettre à jour lorsqu'un nouveau traitement arrive, lorsqu'on arrête un type de traitement ou tout simplement annuellement pour voir s'il y a eu des changements, etc. Pour certains types de traitements de données, une analyse d'impact est requise. Elle est requise lorsque ce traitement de données est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Cette analyse va donc décrire de manière assez détaillée le traitement de données et va permettre en fait d'identifier les risques qui pèsent sur ces données et les risques que ce traitement pourrait engendrer pour la personne. Ces types de risques peuvent être par exemple une décrédibilisation, une perte d'emploi ou encore des menaces. Et donc, vous l'avez bien compris, l'analyse de risque, l'élément central qui gravite autour est de savoir ce que risquent les personnes lorsque je traite leurs données. Pour ce faire, on utilise la formule que vous voyez, le risque étant donné par la combinaison de la gravité et de la vraisemblance. La gravité étant la manière dont cette atteinte va impacter les personnes à qui appartiennent les données et la vraisemblance qui est plutôt la probabilité que cela se produise. Au cours de l'analyse de risque, le responsable de traitement va donc chercher à vraiment réduire le risque, mais en jouant tant sur la gravité que sur la vraisemblance. Il existe 3 modalités qui requièrent de réaliser une analyse d'impact. Mais comme vous pouvez le voir à première vue, cela semble relativement opaque. Afin de savoir plus facilement
Si une analyse d'impact est requise, je vous conseille de vous référer à l'arbre décisionnel que vous voyez sur la droite. C'est un arbre décisionnel publié par la CNIL et qui permet de savoir relativement simplement si une analyse d'impact est requise. Par exemple, si je prends le cas de données sensibles, donc de données de santé qui concernent un usage innovant, dans ce cas-là, on traite 2 critères et on sait directement qu'une analyse d'impact est requise. Et qui rédige cette analyse? Une personne qui a les compétences et les connaissances nécessaires pour le faire. Ce n'est pas forcément le DPO qui rédige cette analyse. Le responsable de traitement doit, quant à lui, venir vérifier que cette analyse a bien été menée correctement. Toutefois, si vous avez un DPO en interne, n'hésitez pas à aller lui demander conseil sur la manière dont lui aurait traité cette analyse d'impact. Il faut vraiment garder en tête que le DPO a vraiment un rôle de conseil. Il n'est pas là pour valider votre analyse d'impact, mais vraiment pour vous conseiller, vous accompagner. Et si vous avez le moindre doute sur la nécessité ou non de réaliser une analyse d'impact, faites-le. Vraiment, il vaut mieux en faire plus que pas assez. Si vous avez un doute, réalisez votre analyse d'impact. Ça vous permettra juste d'avoir une vision un peu plus détaillée du traitement effectué. Que contient cette analyse? Tout d'abord, une description détaillée des opérations réalisées et des finalités du traitement. Également, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations au regard des finalités. Comme je vous le disais, une évaluation des risques qui peuvent peser sur les droits et libertés des personnes. Et enfin, les mesures envisagées pour faire face aux différents risques. Si à l'issue de l'analyse d'impact, le niveau de risque résiduel reste élevé, il faudra que vous communiquiez votre analyse d'impact à la CNIL. Toutefois, si vous n'avez pas besoin de la communiquer à la CNIL, elle doit toutefois être réalisée, puisque en cas d'audit, la CNIL pourra vous la demander, pourra demander tout simplement à la consulter. Afin de mieux protéger les personnes, le RGPD prévoit la mise en place de mesures en cas de violation de données. Il faut savoir qu'une violation de données se caractérise par une perte soit accidentelle, soit illicite de disponibilité, d'intégrité ou de confidentialité des données à caractère personnel. On peut citer par exemple une faille de sécurité et une intrusion par des pirates informatiques. Ça peut être également un incendie ou ça peut être tout simplement Monsieur Durangeant qui supprime accidentellement les fiches de paie de 20 salariés. C'est vraiment très large. Ça peut être, et j'insiste, soit accidentel, soit illicite. En cas de violation des données, 3 choses à faire. On le documente en interne, on notifie la CNIL obligatoirement lorsque ce traitement de données présente un risque pour les droits et les libertés des personnes, à savoir que cette notification est à réaliser au maximum 72 heures après avoir découvert la violation. Et enfin, on notifie les personnes concernées lorsque cette violation les affecte sensiblement et présente un risque élevé pour elles. Qu'est-ce que contient la documentation en interne? D'une part, on explique la nature de la violation. Si cela est possible, on donne les catégories de personnes et le nombre approximatif de personnes concernées. On évalue également les conséquences que peuvent avoir cette violation sur les personnes concernées. Et enfin, les mesures que l'on a prises ou à défaut que l'on envisage pour atténuer les éventuelles conséquences négatives et surtout pour éviter que cet incident ne se reproduise dans le futur. Qu'est-ce que contient la notification de la violation des personnes aux personnes concernées? Globalement,
ça comporte les mêmes informations que la documentation en interne. En plus, il faudra fournir les coordonnées de la personne à contacter aux personnes concernées. Et généralement, ce sont les coordonnées du DPO qui sont fournies. Il faut savoir que cette notification de la violation de données n'est pas requise si des mesures ont été prises en amont afin de rendre les données incompréhensibles. Par exemple, si les données ont été chiffrées, si des mesures empêchant le risque élevé de survenir ont été prises après la violation de données. Là, concrètement, ça peut être par exemple un vol de code d'accès pour accéder à une base de données. Toutefois, on se rend compte que les pirates n'ont pas encore accédé à la base de données, auquel cas on change très rapidement les codes d'accès et on rentre dans cette catégorie. Et enfin, si cette notification nécessiterait des moyens disproportionnés. Vous comprenez bien que s'il faut prévenir 50 000 ou 100 000 personnes, cela n'est pas possible concrètement, auquel cas on préférera une communication publique. On vient de voir les moyens de se conformer concrètement au RGPD. Donc, pour résumer, la mise en place du DPO, la mise en place du registre d'activité, la mise en place d'analyse d'impact lorsque cela est requis et la notification des violations de données. On va voir maintenant quelles sont les conséquences en cas de non-respect du RGPD. Vous avez ici un article du Sud-Ouest publié le 1er octobre 2020, donc il y a de ça vraiment quelques mois. H&M a été condamné à payer une amende de 35 millions d'euros pour avoir traité les données personnelles de ses salariés à leur insu. Il ne faut donc vraiment pas croire que les sanctions pour non-respect du RGPD ne sont jamais prononcées. Vous en avez vraiment la preuve sous les yeux. Il ne faut pas croire que les sanctions sont uniquement financières, si je puis dire. En cas de non-respect du RGPD, différentes sanctions peuvent être prises. Ça va du rappel à l'ordre à l'injonction de mettre le traitement en conformité avec le RGPD, que cela se fasse sous astreinte ou non. Ça peut être également une limitation du traitement, que ce soit temporaire ou définitif. Mais si on revient aux amendes administratives, celles qui font concrètement le plus peur, leur montant maximal va évoluer en fonction de la gravité du manquement. Si, par exemple, vous ne respectez pas les dispositions liées au DPO, vous vous exposez à une amende de 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires mondial annuel. Cela dépend en fait si les 2% sont supérieurs aux 10 millions d'euros. Si vraiment vous effectuez un non-respect vraiment très grave, par exemple, si les principes fondamentaux du RGPD ne sont pas respectés, dans ce cas-là, vous vous exposez à une amende de 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial annuel. Donc, vraiment, faites attention, respectez le RGPD. Si je n'ai qu'un conseil, c'est ça, respectez le RGPD, puisque les sanctions peuvent être vraiment faramineuses. Au cours de ce webinaire, je vous ai donc donné une vue d'ensemble du RGPD avec les points essentiels définis dans ce règlement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une donnée à caractère personnel, qu'est-ce qu'un traitement de données. On a vu assez rapidement que les personnes avaient des droits vis-à-vis de leurs données et je vous ai détaillé 2 de ces 7 droits. Je vous ai également donné des points clés pour vous conformer concrètement au RGPD et on a vu également qu'il était très risqué, si je puis dire, de ne pas respecter le RGPD ou de faire l'autruche, dire que l'on ne savait pas, puisque les amendes peuvent être vraiment très importantes. Il faut savoir que Noviga, nous aussi, on a été à votre place, c'est-à-dire à un moment vraiment un petit peu perdu face à la mise en application de cette réglementation. Mais on souhaite vraiment aujourd'hui vous faire profiter de notre expérience. Si vous avez besoin de pistes pour la réalisation de votre plan de mise en conformité avec le RGPD,
sur les étapes à ne pas louper pour être conforme à cette réglementation ou vraiment pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai mis notre adresse mail de contact, c'est-à-dire contact@noviga.eu. On arrive donc à l'issue de ce webinaire. Avant de passer aux questions, je tenais à vous remercier de votre présence et surtout de votre attention, car je sais que le sujet était un petit peu dense. Et je souhaitais également remercier Grandance Innovation de la part de Tounoviga pour m'avoir permis une nouvelle fois de réaliser une présentation. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Morgane. Merci pour cette présentation très structurée, je te reconnais bien là, et très complète. Et puis merci aussi pour le respect du timing. Alors comme le veut la tradition, on va passer aux questions-réponses. Avant de donner la parole aux personnes présentes, je vais vous faire une suggestion. Moi j'aimerais bien qu'on oriente les questions-réponses sous la forme de cas pratiques. Et peut-être si vous l'acceptez, d'être, sous réserve évidemment de la confidentialité de rigueur, d'accepter d'être un peu le cobaye et de soumettre vos cas ou vos situations respectives ou personnelles à Morgane pour avoir un avis. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ou communiquer une question dans le fil de discussion ? Alors, je vais me dévouer pour lancer, peut-être pas une question, mais en tout cas interpeller l'auditoire sur un point, c'est celui des fichiers clients. En fait, je crois, Morgane, qu'on a tous bien compris les difficultés d'application du RGPD en ce qui concerne du traitement de données sensibles. Ça ressortait fortement dans ta présentation. Mais quand on a évoqué ensemble la possibilité de ce sujet, moi, le premier point auquel je pensais, c'est celui des fichiers clients. Est-ce qu'on est tous bien réglo par rapport à la fois à la construction, au traitement et à l'exploitation des fichiers clients que les uns et les autres constituent dans le cadre de leur prospection ou même du développement de leur activité commerciale? En fait, tout bêtement, tous ces fichiers clients, de prospects, de clients, sont soumis au RGPD. C'est vrai que dans le cas d'une grande entreprise, souvent on a des clients qui sont d'autres grandes entreprises, mais on a toujours dans notre fichier client forcément le nom d'une personne de contact. Et ça, c'est une donnée à caractère personnel et c'est un fichier du coup qui va être soumis au RGPD et qui devra rentrer dans le cadre du registre des traitements de données. D'accord, donc on est bien aussi dans le cadre d'application que tu citais tout à l'heure. Oui. Alors, on a Alexis qui nous demande s'il existe des vidéos, des articles, des ouvrages pour aller encore plus loin sur ce sujet. Oui. Alors, un conseil serait d'une part lire le RGPD, mais j'imagine que c'est très imbuvable pour la plupart des personnes. Mais sinon, n'hésitez pas à vous référer au site de la CNIL. Tout bêtement, vous avez besoin de plus d'informations sur, par exemple, le droit à la limitation de traitement. Dans la barre de recherche, vous tapez CNIL, limitation de traitement. Ils ont des petits articles assez bien faits pour vous donner des pistes. Oui, et puis moi, je conseillerais aussi de ne pas hésiter à consulter le replay de ce webinaire, puisque comme vous le savez, chaque webinaire fait l'objet d'un enregistrement et on mettra à votre disposition un replay. Alors, on va passer la parole à Bénédicte qui a levé la main. Bénédicte, on vous écoute. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Morgane, c'était très intéressant. Mais en fait, souvent les conversations que j'ai eues sur le RGPD, c'est un expert légal qui nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, nous, on doit retourner au travail et il y a des choses qu'il faut qu'on fasse. Les contacts avec les clients sont un bon exemple. Ce qui serait beaucoup plus utile, ce serait d'avoir des exemples de comment le faire sans trop compliquer notre travail, mais en restant réglo. Est-ce qu'il y a par exemple un endroit où je peux trouver des exemples de juste le truc qu'il faut que je fasse signer ou cocher par mes clients pour qu'ils me donnent le droit de stocker leurs coordonnées personnelles?
Et ben, concrètement, je ne sais pas s'il y a un endroit où on peut avoir toutes ces informations. Un des conseils que moi je pourrais vous donner, c'est d'une part, on a quasiment tous des sites internet. Par exemple, tout bêtement, quand on a les cookies, ne pas dire directement j'accepte les cookies. Laissez vraiment à la personne la possibilité d'accepter ou non et ne pas précocher. C'est une chose, par exemple, toute bête, mais que la CNIL recommande, ne pas précocher pour la personne. Et vous pouvez, par exemple, pour vos clients, mettre en place des consentements explicites. Vous leur expliquez pourquoi vous traitez leurs données, tout simplement pour assurer un bon suivi client. C'est des petites choses un peu toutes simples, mais c'est vrai que on parle souvent des choses qu'il ne faut pas faire, un peu moins souvent des choses qu'il faut faire. Mais un autre conseil, c'est mettez en place ce registre des traitements. C'est vraiment une preuve de conformité avec le RGPD. C'est sûr que vous ne ferez peut-être pas tout parfaitement, mais au moins ce sera un des gros points. Ça vous donnera une vue d'ensemble des traitements réalisés, parce qu'on ne se rend pas toujours compte de tous les traitements qu'on réalise en interne. Et des fois, il y en a des bien cachés. Donc, vraiment, n'hésitez pas à réaliser ce registre. Il y a un modèle sur la CNIL qui donne un peu les informations à remplir. Donc, vraiment, référez-vous au site de la CNIL. Voilà. Merci. Alors, Florent voudrait prendre la parole à son tour. Et merci à Xavier Lefebvre pour le lien partagé dans le fil de discussion. Alors, Florent vous écoute. Oui, bonjour. Aujourd'hui, je suis en train de créer une landing page donc pour recruter des early adopters pour ma future solution. Donc, je leur demande de me donner leur mail, leur nom. Il faudrait que je rajoute une petite case comme quoi ils consentent quand même que j'utilise ça ou dans ce cadre-là, c'est pas obligé? Alors, non, c'est obligatoire, même dans ce cadre-là, même si la personne vient d'elle-même vous donner ces données, c'est obligatoire. Aussi, généralement, pour des raisons, par exemple, d'absence de discrimination à l'embauche, vous êtes des fois amené à conserver les CV pendant une certaine période. Il faut aussi le notifier à la personne. Parce que c'est vrai qu'on a des fois des phases de recrutement, on se dit, bah oui, je vais envoyer mon CV, il va être utilisé pendant 2 mois et puis supprimé, alors que pas forcément. Et auquel cas, oui, il faut notifier à ces potentiels collaborateurs que vous traitez leurs données et leur expliquer un petit peu ce que vous faites. Donc, vous pouvez faire tout simplement une petite fiche, on va traiter vos données pendant tant de temps, juste pour éventuellement vous recontacter pour un recrutement futur ou pour le bon déroulement du recrutement, mais c'est également soumis au RGPD. D'accord. Bon, là, c'est pour la recherche d'utilisateurs. Et du Ah, coup, pardon. sur la CNIL, est-ce que je peux trouver un petit formulaire normal ou quelque chose de déjà préétabli que je peux intégrer? Ou c'est soi-même? Je vous avoue que je ne sais pas trop s'il y en a un sur la CNIL. Je sais que nous, on l'a repris, on l'a fait en interne en reprenant en fait les dispositions du RGPD. Tout simplement, vous pouvez expliquer votre nom, pourquoi vous traitez les données, un peu reprendre les informations que j'ai données dans le droit d'accès. Oui. Voilà, essayer de le voir de ce point de vue-là, ça peut être, je pense, une bonne idée. D'accord, très bien. Merci Morgane. De rien. Merci Florent. Est-ce qu'il y a encore des questions? Alors, Élise qui est en ligne nous demande comment peut-on informer nos prospects ou nos clients quand on collecte leurs infos par différents moyens? Voilà une question extrêmement intéressante qui concerne beaucoup d'entre nous, par exemple sur des salons professionnels, des échanges informels, etc. Je pense que Élise pense notamment tout simplement à la carte de visite voilà, qu'on vous laisse et qui va être incorporée dans un fichier ou qui va faire l'objet d'un traitement ou d'un complément. Et ben là arrive un petit peu la limite, à mon sens, du RGPD, parce qu'il y a des cas un peu comme ceux-là où, à part dire à la personne est-ce que vous êtes bien d'accord que je traite vos données, on ne pourra pas le faire autrement. Après, si je rentre un peu dans le détail du registre de traitement, il n'y a pas toujours besoin du consentement de la personne. C'est vrai que c'est toujours un plus, c'est toujours mieux, mais il y a des bases légales, enfin, des obligations légales, des points mentionnés dans le RGPD, notamment si vous vous référez à l'article 6,
qui vous disent dans quel cas, sur quelle base légale je me place pour traiter des données. Je pense qu'il faut passer par là et l'information de la personne, ça vraiment pas possible sur des salons, des choses comme ça. Je pense que le consentement, il faut oublier dans ces cas-là parce que au niveau pratique, c'est pas faisable. Et malheureusement, c'est un peu le problème entre des fois les réglementations qui sont un peu théoriques et la mise en pratique qui n'est pas toujours très simple derrière. Est-ce qu'à ce sujet-là, Morgane, tu as en tête des jurisprudences à propos de collecte de données qui ne sont pas sensibles, mais qui se sont faites plus ou moins à l'insu de la personne qui est à l'origine de ces données? Est-ce que tu sais s'il y a déjà eu des cas de contestation ou de la jurisprudence, tout simplement? Quand c'est par exemple des clients et qu'il n'y a pas vraiment de, si je puis dire, d'idées mauvaises derrière, j'ai pas d'idée de jurisprudence. Après, si on reprend le cas de H&M, tout bêtement, que je vous ai mis en image, ce qui s'est passé concrètement, c'était que H&M, au retour, par exemple, de congé maladie de ses salariés, avait une petite discussion, on va dire, un peu informelle sur ce qui s'était passé, la raison de l'absence, et après conserver en interne un petit fichier disant Monsieur X a été malade pour telle raison. Et dans ce cas-là, on voit bien que les amendes sont très élevées. Je pense que vraiment le RGPD donc a cette volonté de responsabiliser les organismes. Si on fait preuve de bonne volonté, qu'on a essayé de montrer que là, par exemple, pour des prospects, on les a récupérés sur des salons, c'est vraiment pas possible de mettre en place quelque chose de type consentement. La CNIL va pas vraiment nous sanctionner pour ça. Par contre, si on fait preuve de vraiment de mauvaise volonté du type d'H&M, là, les sanctions sont évidentes. Alors, tu parles de bonne volonté, mais moi je parlerais aussi de bon sens dans la mesure où, par exemple, quand on collecte des données concernant un prospect, lors de la première prise de contact par mail, par exemple, ou par téléphone, il est évident qu'on s'attend de la part de ce prospect qu'il puisse signaler s'il souhaite ou pas être recontacté ou ressollicité. C'est un peu, je pense, le même principe, Morgane, que les fameuses mailing lists où désormais on propose systématiquement en fin de message, en fin de newsletter par exemple, on propose évidemment de se désabonner. Étant sous-entendu que se désabonner, ça ne veut pas forcément dire disparaître de la base de données. Voilà, c'est un peu toujours ça qui est compliqué, mais la personne doit aussi avoir la possibilité de vous dire derrière, je ne veux pas apparaître dans la newsletter, mais je ne veux plus apparaître aussi dans vos fichiers. Enfin, ça se fait en plusieurs étapes. Il y a plusieurs niveaux, oui, tout à fait. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Xavier, vous souhaitiez intervenir? Oui, bonjour. Bonjour. Peut-être juste pour donner une précision sur ce sujet de la prospection commerciale. Puis pour resituer, moi je suis le CEO de Fair & Smart. On est une solution française spécialisée dans la gestion des consentements et préférences. On est assez bien connu. Donc sur ce sujet-là, si je peux vous éclairer un petit peu, il faut distinguer la situation du client ou du prospect. C'est deux cas différents. Quelqu'un qui est déjà client, et il faut distinguer le B2C du B2B. Donc, un client qui est déjà client, en fait, il n'y a plus besoin de son consentement, même pour lui envoyer des offres commerciales qui sont en ligne avec les produits ou les services qu'il aurait déjà souscrits. On va s'appuyer sur une autre base légale qui va être l'intérêt légitime de la société, la plupart du temps, pour le faire. Le cas des prospects, c'est différent. Ils ne sont pas clients, donc logiquement, on n'en a pas encore de relation contractuelle avec eux. Et dans ce cas, leur consentement explicite, normalement, est nécessaire. Pour revenir sur l'exemple de la carte de visite qui est donnée au cours d'un salon, ça vaut consentement puisque c'est un acte positif clair, non ambigu, explicite. Quelqu'un qui donne sa carte de visite, c'est qu'il a bien voulu la donner. Donc, il faut évidemment tracer ça. Ce n'est pas un consentement qui va avoir été collecté par voie électronique. Cependant, il est tout à fait valable. Enfin, sur le sujet de la prospection directe par voie électronique, c'est réglé par un texte qui s'appelle le règlement e-privacy, donc qui est un complément du RGPD. Il y a le RGPD, bien sûr, qui encadre beaucoup
beaucoup de choses, mais ce n'est pas le seul texte de loi. Dans la santé, il y a aussi le Code de la santé sur la collecte du consentement patient, par exemple, qui rentre en compte. Mais sur la prospection directe par voie électronique, dans le mode B2B, il y a une exception sur les adresses personnelles. Donc, ça concerne uniquement l'email, mais il y a une exception, on est sur une base d'opt-out. En tout cas, la CNIL considère que c'est l'opt-out, donc on n'a pas forcément besoin d'un consentement explicite préalable dans un contexte B2B uniquement pour les adresses email. Ce n'est pas le cas pour les numéros de téléphone. Voilà. Merci beaucoup Xavier pour cette précision. Morgane, est-ce que tu veux réagir ou ajouter quelque chose? Non, je pense que son intervention était très intéressante. Noter, oui. C'est important ce que dit Xavier sur l'opt-out. Ça permet quand même de régler un certain nombre de cas, ou en tout cas de mettre un terme à des questions qui parfois étaient en suspens depuis un certain temps. Ça clarifie beaucoup de choses. Élise, est-ce que nous avons suffisamment répondu à tes interrogations? Alors, je ne sais pas si Élise nous a entendus, mais je pense que oui. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, d'autres demandes d'intervention? Non, je crois que nous avons été complets. Je crois qu'on a bien fait aussi de revenir sur ces questions de fichiers clients et de mailing list, parce que là, pour le coup, je pense que ça concerne 99,9% des personnes qui nous écoutent ce matin. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous proposer de mettre un terme à ce webinaire, vous donner rendez-vous pour ceux que ça intéresse le 16 mars prochain pour un webinaire consacré à la foodtech, en présence notamment d'Élise Boursier, qui en sera la co-animatrice. Et je vous remercie à nouveau pour votre participation, votre assiduité, la pertinence de vos questions. Un grand merci évidemment à Morgane de nous avoir accordé ce moment d'échange, de présentation et de partage de connaissances. Et je souhaite une excellente journée à tout le monde. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir Morgane.